Bon, à la base, cette vidéo n'aurait pas du tout dû ressembler à ça, parce qu'en vérité, j'aime Dragon Ball. C'est même mon manga favori, et quand son regretté auteur nous laisse derrière lui la dernière œuvre auquel il aura contribué, eh bien j'avais envie de pouvoir faire le deuil sur cette ultime aventure de Goku et ses amis qui aura eu le mérite de me marquer. Et c'est actuellement ce qui s'est passé. Mais pas pour les bonnes raisons. Dragon Ball Daima était déjà très mal parti, car créé dans le but d'être un hommage au très controversé Dragon Ball GT, une suite non canon qui, bien qu'ayant de bonnes idées, n'est pas forcément un bon souvenir pour les fans. Mais vu qu'entre temps il y avait un Toriyama sous la main, c'était une occasion de prendre sa revanche sur cet échec qui avait quand même de bonnes choses à proposer. Sauf que quand tu vois le résultat, j'ai l'impression qu'on s'est moqué de nous en disant que ça a pris 6 ans pour pondre ça. Oui, c'est beau, même très beau par rapport à ce que la Toei nous donne en temps normal. Mais bien que l'emballage soit très joli, le contenu, lui, est inexistant. Faire rajeunir le casting, l'accompagner de personnages encore plus oubliables que dans GT et avoir le même ressenti en termes de rythme alors que la série ne dure que 20 épisodes contre 64, j'appelle pas ça du travail de fond qui a pris plusieurs années. Et venez pas me dire que c'est pour les designs que ça a pris autant de temps, vu que c'est soit de la repompe ou carrément des PNG glissés sur le corps d'un antagoniste déjà existant. Une chose est sûre, Dragon Ball Daima est un gâchis. Pourtant, son avant-dernier épisode est le mieux noté de toute la licence, avec un 9,9 sur 10 sur IMDb. Internet s'enflamme sur sa fin et certaines personnes deviennent complètement folles. L'animé est autant haï qu'apprécié. D'un côté, on a ceux qui ont fini par mieux apprécier les médiocres suites qui étaient sorties avant, et d'autres pardonnent la dizaine d'épisodes de trop de cette série. Donc, qui a raison dans tout ça? Est-ce que la série a été simplement jugée par nostalgie, ou peut-être qu'il y a finalement quelque chose à en tirer? Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler du problème de Dragon Ball Daima. En 1984, un jeune mangaka du nom d'Akira Toriyama, après le récent succès de sa série Dr. Slump, un gag manga dont je pense que la plupart d'entre nous n'ont pas lu, je l'avoue moi aussi. Et puis de toute façon, lui-même estimait en avoir fait le tour, et souhaite passer à autre chose. Après quelques tentatives, on le laissera alors enfin quitter le navire pour qu'il se lance dans sa nouvelle série, Dragon Ball. Et vous vous doutez un peu de ce qu'il s'est passé. L'œuvre atteindra des sommets et marquera l'âge d'or du magazine aux côtés de plein d'autres presque tout aussi marquants. Sauf que Dragon Ball, lui, aura été plus haut que n'importe quel shonen. C'est une licence aussi prolifique qu'un Pokémon ou Hello Kitty pour son pays. Une œuvre de pop culture au niveau d'un Star Wars ou Spider-Man. Mais la question c'est comment Toriyama a su convaincre son public au départ? Quel est l'ADN du succès de Dragon Ball? Eh bien en un mot, c'est tout simplement son efficacité. Dès les premières pages, on sait ce qui va nous attendre. De l'humour, des arts martiaux et surtout une grande aventure qui s'éloigne pas mal du côté répétitif des précédentes histoires de son auteur. Et personnellement, j'aime deux choses dans la vie: la bagarre et les blagues sur le pipi et le caca. Donc tout ça suffit largement pour me convaincre. Après un premier arc, s'instaure assez vite la future tradition incontournable du shonen neketsu, les tournois. Et durant ces derniers, Toriyama révèle à quel point il est inventif lorsqu'il s'agit de baston. Les actions sont ultra lisibles, les coups sont surprenants, et Goku ne cessera de repousser ses limites. Et plus les chapitres avanceront, plus l'histoire cherchera à prendre un ton plus grave. L'armée du ruban rouge avec Tao Pai Pai, ou le second tournoi face à Tenshinhan. On commence à voir qu'on ne rigole plus autant. Mais ce qui donnera le véritable tournant de l'œuvre, ce sera le combat face au démon Piccolo, où Goku posera la première pierre de sa légende, celle du plus grand héros de la Terre. Contrairement à Arale qui est l'héroïne surpuissante et comique de son œuvre précédente, notre protagoniste lui quittera alors définitivement cet archétype en grandissant et endossant de nouvelles responsabilités, celle d'un père, d'un héritier de peuple guerrier et surtout celle du sauveur de l'univers. Chaque arc qui suit ne sont que des résultats des limites du genre que l'auteur repoussera sans cesse, un peu comme son héros, malgré le fait que ces deux derniers arcs soient un peu plus improvisés. Malgré tout, il saura rester cohérent grâce à son envie d'aller droit au but. En restant simple mais bougrement efficace, il a fait de ses 42 tomes le pilier du shonen manga actuel. Un succès justifié dans un magazine où la concurrence était bien plus rude qu'aujourd'hui. Et quand tu vois ça quand t'es un riche investisseur qui a probablement servi d'inspiration à Freezer,
Eh ben, tu ne penses qu'à une seule chose lorsque tu as l'occasion de mettre la main sur un tel phénomène. Faire bien évidemment de l'exploitation de licence. Parce que bien que le manga soit fini depuis bien longtemps, on a quand même eu le droit entre deux à des films, des jeux vidéo et des produits dérivés en tout genre. Qui ici peut se dire que son manga favori a sa version du Cluedo? Oui, les parties doivent être assez bizarres. Sans compter la plus évidente de toutes qui n'a pas attendu la fin de sa parution. Je parle de la création de son animé à peine 2 ans après le premier chapitre. La Toei à l'époque, ils ont eu clairement du flair parce que 30 ans plus tard, ils sont encore là à nous servir du Goku et ses amis dans tous les sens. Dans tout ça, il y a eu du bon comme du mauvais. Et faut voir la vérité en face, c'est pas prêt de s'arrêter de sitôt. Il reste plus qu'à prier que ce soit pas seulement des productions servant à seulement ajouter des nouvelles cartes sur Dokkan Battle. Et parlons d'ailleurs de sa première grosse exploitation venant étendre l'univers de Toriyama et qui va aussi servir d'objet de comparaison pour parler de Daima, je parle bien évidemment de Dragon Ball GT. Ces 3 mots ont longtemps sonné comme une blague aux oreilles des fans. L'idée de faire rajeunir le héros pour l'envoyer voyager au travers de l'univers aux côtés de son insupportable petite fille et d'un Trunks à des années-lumière de son variant, eh bien c'est pas ce qui nous a vraiment fait rêver. Je ne vous parlerai pas du reste du casting, hormis Vegeta qui portera la moustache comme un vrai tonton algérien. En vrai, la plupart ne sont que des caricatures de ce qu'ils sont, ce qui est assez dommage car ça aurait pu être une occasion de venir exploiter des personnages comme Oob, ce qui aurait pu donner un peu plus d'intérêt à la série. Bien sûr, sur les 64 épisodes, tout n'est pas à jeter. L'introduction de Baby et le peuple Tsuful a le mérite de soulever des points intéressants que même le manga de Dragon Ball Super réutilisera par la suite. Mais l'élément le plus marquant de cette série qui a fait que beaucoup d'entre nous ont apprécié de manière un peu coupable Dragon Ball GT, c'est bien évidemment l'introduction de Gigi, le petit robot qui parle tout le temps. Non, en fait, bien évidemment, c'est le Super Saiyan 4. Là où le canon aura fait le choix de continuer de pousser l'idée de changer de coiffure des Saiyans lorsqu'il s'agit de représenter leur évolution, GT aura fait le choix très intéressant de renouer avec les origines simiesques de ce peuple, de leur faire reprendre le contrôle de leur bestialité et la canaliser afin d'accéder à une nouvelle forme, qui en plus de dégager une certaine poésie est surtout incroyablement stylée. Mais au point d'en venir oublier tous les défauts d'une série dérivée de Dragon Ball seulement parce qu'il y a une nouvelle transformation, ce serait vraiment bizarre, hein. Pas vrai, hein. Je sens que je vais me contredire à la fin de la vidéo. Donc malgré cette mauvaise réputation qui aura quand même créé un profit assez important, Akio Ikoyu, l'éditeur en chef du V-Jump qui publie actuellement Boruto et Dragon Ball Super, et qui est aussi à l'origine de l'OAV Episode of Bardock, planifiera il y a de cela 6 ans de créer une nouvelle série, qui aura pour but de rendre hommage à l'esprit d'aventure inhérent à Dragon Ball GT, mais en se payant le luxe d'être supervisé par Toriyama lui-même, qui selon les dires d'Ikoyu aurait eu une implication assez importante, alors que jusqu'ici le maître s'était contenté de faire certains designs et balançant de temps à autre des idées d'éléments à intégrer au sein de la production du moment. Donc là, la question qui se pose, c'était est-ce que c'était un dernier argument marketing pour donner de l'intérêt aux fans resté assez mitigé à l'annonce de cette suite, ou est-ce qu'il y a eu une réelle envie de l'auteur de venir un peu réparer les erreurs qui ont entaché la réputation de son œuvre? Eh bien c'est clairement pas moi qui vais vous apporter la vérité sur les véritables intentions de feu Toriyama. Mais par contre, je peux vous aider à relativiser sur si son implication sur Dragon Ball Daima était si déterminante ou non dans sa qualité. Tout à l'heure, j'ai parlé de manière assez dithyrambique du génie de Toriyama dans la création et l'exploitation de l'œuvre de légende qu'est Dragon Ball. Sauf que j'ai un peu menti, parce que le succès et la reconnaissance de ce monument du shonen n'est en réalité pas du simple fait d'un seul homme. Car la création de manga, c'est un travail d'équipe entre l'auteur et son éditeur dans un premier plan. Parce qu'avant de trouver sa recette qui marche, Toriyama s'était essayé à plusieurs fois avant de trouver sa version parfaite qu'a été Dragon Ball. Beaucoup d'idées furent rejetées, et c'est tant mieux, car sans ça, on n'aurait jamais pu connaître le plus grand héros de tous les temps qui est Sangoku. Oui, là j'avoue, c'est un peu le fan qui parle. Et tout au long de sa parution, Toriyama aura eu le droit à de nombreux conseils avisés, notamment ceux de son ancien éditeur qui, bien qu'à l'époque n'était pas fan du fait de faire grandir le héros, nous aura permis de donner naissance aux cyborgs C17, C18 et C16. Mais surtout à l'un de ses meilleurs chara-design qui en inspirera des antagonistes tout aussi bons. J'ai nommé Cell. Donc sans Kazuhiko Torishima, déjà pas de parution de Dragon Ball, mais aussi un arc cyborg qui se finirait avec C20 comme antagoniste final. Finalement, Goma, il est pas si mal.
Tout ça pour dire que Toriyama est un grand auteur mais pas infaillible. Le succès de Dragon Ball est dû en grande partie à son talent, mais sans l'équipe nécessaire pour le guider, l'œuvre n'en serait pas ici. Et quand tu vois le résultat qui est Dragon Ball Daima, je pense que peu de personnes vont venir me contredire sur ça. Ce qui fait aussi qu'on ne peut le tenir responsable de l'échec de la série. Et surtout, respectons un peu les morts, ça sert à rien de l'insulter, surtout si c'est pour faire un peu de vue. Je l'ai dit précédemment dans une autre vidéo, Dragon Ball est voué à être exploité par de nombreux auteurs à l'avenir. Et c'est exactement le cas actuellement. Donc pour mieux juger les qualités et défauts de Daima, il faut arrêter de traiter la série sur l'aspect d'ultime œuvre de son auteur, mais plus comme un autre produit dérivé. Surtout quand on lit la récente interview d'Ikoyu sur la genèse de l'anime, on est vraiment pile dessus. Car l'idée ne semblait même pas venir de Toriyama, et vient clairement d'une démarche de venir toucher les fans nostalgiques qui pourraient regarder la série avec leur propre enfant. Donc maintenant, plus qu'à voir comment le marché visé a-t-il reçu ce magnifique produit. Contrairement à ce qui est dit, Daima n'est pas une aussi mauvaise idée que ça. Oui, jouer avec la nostalgie des fans, c'est pas très éthique, mais vu que la communauté Dragon Ball a déjà cette réputation, pourquoi s'en priver? Remplacer la surenchère de puissance que met en scène Super par une histoire renouant avec la quête des boules de cristal, c'est justement la preuve que l'univers de Toriyama peut s'ouvrir à bien plus que de faire kiffer les fans en ajoutant une nouvelle transformation, qui sur le long terme ne sera qu'un énième skin du personnage servant à vendre des produits dérivés. C'est même pour moi l'une des suites qui a su le mieux retransmettre l'esprit de l'œuvre malgré tout, à savoir de l'humour, de l'aventure et du dépassement de soi. Sans compter le plus gros point fort de ce projet, sa direction artistique. On a le droit à un redesign plus actuel dans le style du maître post-publication de Dragon Ball, qui rappelle un peu son travail effectué sur la licence Dragon Quest. Mention spéciale à sa version inédite du SSJ3 qui a le mérite de prendre un peu plus de la personnalité de Vegeta, enterrant la sans saveur itération des jeux vidéo. Et ce sentiment de modernisation des designs s'amplifie lors de la découverte des nouveaux personnages du monde des démons. Si ça c'est pas du Dragon Quest, je sais pas ce que c'est. Bref, moi ce qui m'a frappé directement dans Daima, c'est son identité visuelle, qui a su rendre son héros encore plus beau et actuel que l'horrible Dragon Ball Super. Et si je prends autant de temps pour parler de sa DA, c'est parce que c'est un peu le seul point positif. C'est le seul véritable élément que tout le monde pourra s'accorder à défendre. Parce que le reste... c'est pas trop ça. Pourquoi rajeunir tout le monde? Pourquoi introduire des personnages aussi inutiles? Pourquoi c'est autant répétitif? Pourquoi Goku et ses amis ont vraiment l'air d'en avoir rien à faire de tout ça? Beaucoup de questions auxquelles on n'aura jamais de réponse. Car tout semble être des ébauches d'idées de scénarios qui auraient pu être intéressantes, mais sans vraiment avoir pu trouver forme dans la série. Ok, c'est Toriyama qui avait suggéré de faire rétrécir tout le monde, mais vu que seulement une faible partie du casting aura eu un rôle à jouer, c'était quand même une idée un peu nulle. Même si en vrai, je vois totalement comment ça a dû se passer quand ils ont eu l'idée. L'équipe a sûrement dû suggérer de garder le rajeunissement de Goku dans GT, et Toriyama, fidèle à lui-même, a sûrement sorti un « bah pourquoi pas le faire sur tout le monde ?» C'est un peu ce qu'il faisait à l'époque de Dragon Ball, où il avait décidé après l'introduction du jeune garçon que Trunks serait le fils de Vegeta et Bulma. Pas d'explication sur le rapprochement des deux personnages, on fait juste au plus simple. Mais ce qui l'a rendu si intéressant, c'est grâce au développement qu'il a su en tirer par la suite. C'est une idée qui aura été bien exploitée. Sauf que dans Daima, c'est pas trop ça. On sent que le rajeunissement sert au début pour justifier le fait que Goku sera moins fort qu'en temps normal, et donnera une bonne excuse pour ressortir son iconique bâton magique. Même ses premières interactions avec le reste du casting mettaient l'emphase sur le fait que ce soit un homme de 50 ans dans le corps d'un enfant de 6 ans. Ne sortez pas cette phrase de son contexte. Mais pour le reste du casting rajeuni, rien. Ils se comportent comme ils le font en temps normal et tout le monde agit comme s'ils étaient encore des adultes, rendant donc tout ça un peu inutile. Et venez pas me dire que c'est pour donner plus envie aux enfants de regarder, vu que Super, lui, a très bien réussi son coup sans faire tout ça. Bien sûr, là on parle seulement des détails de la conception de Daima, qui montrent que malheureusement ils n'ont pas su aussi bien gérer que le maître à l'époque. Mais le plus grand point noir qui vient nuire à l'expérience, c'est clairement le rythme de Dragon Ball Daima. On a 20 épisodes, qui est d'ailleurs un format peu commun pour un animé saisonnier, qui sont censés nous faire découvrir le monde des démons tout en suivant le fil rouge qui est la quête des Dragon Ball. Et qu'est-ce qu'ils nous ont trouvé pour nous justifier plusieurs arrêts sur les différents lieux à présenter? Des pannes. Beaucoup de pannes. Faire en sorte que le voyage ne soit pas facile avec Goku qui ne peut pas simplement se téléporter ou voler à cause de l'air du royaume, pourquoi pas?
Mais à voir pendant plus de 10 épisodes un vaisseau qui ne peut pas voler plus de 10 km sans se cracher alors qu'il y a 2 mécaniciennes à bord, je crois que même les quelques enfants qui ont regardé ont eu du mal à y croire. Et je ne vais pas aussi m'arrêter sur tous les soucis de cohérence avec l'univers de base, vu que cela ne date pas d'hier que les nouveaux auteurs ne semblent pas avoir pensé à ouvrir l'histoire de base, hormis pour décalquer. Et la responsable officielle du scénario Yuko Kakihara ne semble pas avoir fait exception. C'était la première fois qu'elle travaillait sur l'univers de Dragon Ball, et en plus de ça, c'était une femme. Non, en vrai, pas besoin de trop m'étaler sur le reste du scénario. Ce sont des détails que tout le monde s'accorde à qualifier de mauvais, surtout que c'est pas vraiment ce que semblent retenir les fans. Ce qui va plus m'intéresser est le véritable élément qui pose problème à la série, le SSJ4. On en a parlé, si on doit retenir une seule chose de Dragon Ball GT, c'est son iconique nouvelle transformation. Vouloir reprendre ce qu'il y avait de meilleur dans une suite, qui se veut être une remise au goût du jour, je dis pourquoi pas. Surtout que le nouveau design, je le trouve franchement sympathique. C'est une interprétation plus Toriyama qui transparaît mieux son origine simiesque, que ce soit dans son design avec des avant-bras plus prononcés ou son style de combat un peu plus bestial. Mais la réussite de son visuel ne saura compenser le côté Deus Ex Machina de son apparition, avec Neva qui semblait être son déclencheur, sauf que Goku déclara qu'il aurait pu l'atteindre tout seul. Et on n'aura plus aucune explication sur ça. Ça ruine un peu tout le potentiel de cette forme. Sans compter le petit côté fanservice où Goku le traitera comme la première fois où il révélera le Super Saiyan 3, qui à l'époque était une grande surprise. Sauf que là ça fonctionne pas vu qu'on l'a vu 2 minutes avant. Quel était vraiment le but à tout ça ? En fait, je crois que chercher à comprendre pourquoi c'est arrivé revient à découvrir par la même occasion le vrai problème de Dragon Ball Daima. Car la réponse est on s'en fout. Que ce soit de la part des personnages, du staff ou même d'une bonne partie des fans qui ont donné des notes abusées aux derniers épisodes, quel que soit le scénario ou combien on viendra insulter ton intelligence, tout sera oublié de par l'apparition d'une nouvelle transformation. Et oui, les clichés, parfois ça a du vrai. Ne sortez toujours pas ça de son contexte, je parle des fans de Dragon Ball. Daima est raté car il n'a pas ce qui a fait l'essence de Dragon Ball, mais seulement celle que beaucoup imaginent d'elle. À savoir le fait qu'il n'y a pas besoin de scénario car Goku et ses amis triomphent toujours d'un antagoniste de par une nouvelle transformation. Et ça à chacun des arcs. Ils ont donc cherché à singer GT qui lui-même singe Dragon Ball à ses débuts. Mais chacun sans vraiment savoir ce qui a fait l'intérêt de ce style d'histoire. À savoir de l'inventivité dans ses péripéties et une capacité à justifier chacune d'entre elles. Elles doivent être là pour soit faire avancer l'intrigue ou au moins nous en apprendre un peu plus sur l'univers. Et même si vous avez ramené le vieux singe pour vous apprendre à faire la grimace sans comprendre là où était le génie de l'original, ça fait de vous les primates de l'histoire. Oui, j'aime bien les singes. Mais vu que même 2 chimpanzés ont su finir Minecraft avec un peu de méthode, ça veut pas dire que tout est perdu, et qu'un jour, un miracle pourrait se produire à l'avenir. Donc il faut voir Dragon Ball Daima comme tous ses prédécesseurs. GT, Heroes, super héros, quelles que soient les qualités et défauts de chacun, on ne retiendra que le fait qu'ils ont dû ajouter une nouvelle transformation pour plaire au plus grand nombre. Et pour ça, on peut pas leur en vouloir. Car la seule œuvre qui n'a pas pris le risque de ne pas jouer cette carte, c'est le tristement célèbre Dragon Ball Evolution. Ce qui fait que c'est la seule exploitation de licence qui est unanimement détestée, et totalement à raison. Ça, je pense que c'est une chose que la Toei a bien compris. C'est assez cynique de leur part, mais quoi qu'il arrive, ils savent que les gens continueront d'en parler, de consommer et revenir pour la prochaine fois si au moins on a le droit à un semblant de nostalgie, qui nous rappelle quand même les bons moments passés dans l'œuvre d'origine. Pour fonctionner, la licence Dragon Ball n'a donc plus besoin de faire du neuf, seulement de savoir contenter des fans nostalgiques. Donc Dragon Ball Daima n'est en fait qu'une énième exploitation de l'univers qui n'a pas su convaincre l'entièreté de son public. Aussi insultant pour nos intellects que son histoire est, ou aussi gâchés sont les talents ayant contribué à sa direction artistique qui est la meilleure qu'on a eue depuis l'original, on ne peut pas vraiment la blâmer car elle n'a fait que suivre les autres. Et on va pas se mentir, la licence a vu bien pire. Et on parle quand même du manga qui est toujours aussi populaire alors qu'on a eu depuis Dragon Ball Evolution. Donc bien que Daima m'ait un peu déçu, j'aimerais quand même finir sur du positif, et rappeler que malgré toutes les horreurs qu'on a pu avoir, ou celles qu'on aura par la suite, eh bien rien ne semble pouvoir changer tout l'impact et les bonnes valeurs que Sangoku et ses amis auront su nous transmettre au sein de leurs aventures. Et si malgré tout ça, l'œuvre de base est toujours considérée comme un chef-d'œuvre immaculé de tous ces échecs qui ont suivi, eh bien c'est tout simplement de par le travail et les idées d'un très grand monsieur. Je parle d'Akira Toriyama.